Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, lancement du programme Repères, détails sur la résidence luxueuse pour retraités de 60 ans et plus à Notre-Dame-du-Nord, rencontre avec les députés solidaires Sol Zanetti et Émilie Lessard-Terrien, service de nuit offert par le groupe Image, voter pour les prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue et compte rendu des récents matchs locaux des Pirates de Ville-Marie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. La Caisse des Jardins du Témiscamingue a annoncé la création de Repères, un programme qui vise à offrir un incitatif financier pour les gens souhaitant s'établir dans la région. Ce projet représente un investissement total de 100 000 $ sur 3 ans pour Desjardins. Outil mis de l'avant par le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le CJET, est disponible pour tous les employeurs du Témiscamingue. Le programme a un potentiel d'aider 40 cellules familiales par année. L'enjeu démographique revêt une importance particulière au Témiscamingue. C'est pourquoi la Caisse des Jardins du Témiscamingue a créé cet outil d'aide à l'établissement. Lancé en juin 2018 sous forme d'un projet pilote concluant, se terminant au 31 décembre de la même année, le programme est scindé en 3 volets. Soutenir les nouveaux Témiscamiens membres des Jardins lors de leur arrivée sur leur territoire, lors de leur inscription à une activité de loisir et lors de leur implication citoyenne, et ce pour un montant maximal de 750 $. TV-Témis était présent lors de la conférence de presse. Alors, ce matin, nous avions le bonheur d'annoncer 3 programmes, c'est-à-dire la reconduction du programme Mes finances, mes choix, qui sont 17 modules de formation en éducation financière pour les jeunes auprès des écoles. Et cette année, pour les 3 prochaines années, on renouvelle à raison de 75 000 $ le partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, qui sont responsables d'aller diffuser dans les écoles le programme d'éducation. 17 modules spécifiques qui touchent le quotidien d'un jeune qui s'en va en appartement, qui apprend pour gérer son budget, une carte de crédit, l'achat de sa première auto, des modules qui touchent son quotidien et qui pourra lui aider dans sa vie. Et ça, c'est fait de façon vraiment sans attache à des jardins spécifiques. C'est pour ça que c'est Carrefour Jeunesse Emploi qui donne les présentations. Maintenant, nous avons annoncé aussi le renouvellement du partenariat Place aux jeunes, un montant de 5 000 $ qui permet des séjours exploratoires vers le Témiscamingue en allant recruter des gens qui veulent souvent revenir en région, qui ont connu le Témiscamingue, mais qui sont à la recherche de nouvelles carrières. Et on leur présente vraiment des employeurs ici. Puis je sais que cette année, il y a une cohorte agricole. Alors pour nous, ça nous parle beaucoup. On est fiers de s'y associer. Et aujourd'hui, on a annoncé, Francis, notre nouveau bébé qui est le programme Repères. Enfin, je vis au Témiscamingue. Alors, pour nous, c'est un programme qui se veut un partenariat concret avec la planification stratégique du Témiscamingue à titre de partenaire financier. Alors, Desjardins annonce ce programme pour les 3 prochaines années. C'est 100 000 $ qui provient, là, dans le fond, des ristournes collectives de la Caisse des Jardins. Le programme Repères, dans le fond, c'est un programme d'incitatif à venir s'établir dans la région ici, qui se décline en 3 volets. Donc, j'arrive concrètement au Témiscamingue, qui est un remboursement de 500 $ pour les frais de déplacement, les frais engagés lors des déménagements plutôt. Ensuite, il y a le volet 2, c'est Je m'enracine. Donc, on rembourse 125 $ sur l'inscription d'une activité, dans le fond, à un cours de chant, un cours de piscine, peu importe, à un membre ou à plusieurs membres de la cellule familiale, sur présentation de facture, évidemment. Et ensuite, parce qu'on croit vraiment que l'implication bénévole va venir
donner des liens à ces nouveaux-là. Ils vont se faire des contacts, ils vont se faire des amis, ils vont renouer aussi avec leur passion. Donc, on va reconnaître une implication citoyenne jusqu'à la hauteur de 125 $ pour quelqu'un qui va s'impliquer dans une organisation ici durant les 18 premiers mois de son établissement au Témiscamingue. Le Carrefour Jeunesse Emploi, en tout cas au Témiscamingue, je peux vous dire, spécifiquement fait un travail remarquable. On a des ressources dédiées et comme partenaire, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est le lien avec la population, qui utilise les services. Alors, si je prends par exemple le programme Repère, ce sont eux ici au Carrefour, via Guillaume Gonzalez et Manon Gauthier, qui s'assurent de l'accueil, du comité d'accueil des nouveaux arrivants, avec l'ensemble des outils pour pouvoir faire connaître le Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on fait de super bien chez nous? Quelles activités partout à la grandeur du territoire les gens peuvent utiliser, puis les réseauter ensemble pour pas que les gens se sentent seuls. Dans le fond, présentement, on a déjà payé soit des locations de camions, de déménagement. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait transférer son courrier de sa ville d'origine à maintenant. Donc, il y a des frais là, pour un an. Donc, ça peut aider à ça. D'autres fois, sont arrivés ici, mais il y avait leur maison 2 jours après, donc ils ont habité à l'hôtel pendant les 2 premières journées. Donc, les frais d'essence, frais d'hôtel, les frais de repas, c'est un petit peu ça qu'on a défrayé jusqu'à maintenant. Mais ils font aussi le lien avec le centre d'emploi, avec l'ensemble des employeurs aussi, parce que ce programme-là, il va être dans les mains des employeurs. Alors, le circuit va faire en sorte que quelqu'un qui arrivera par un employeur va être aiguillé au Carrefour Jeunesse pour bénéficier du programme parce qu'eux auront le cordon de la bourse. Ce qu'on trouvait vraiment intéressant là-dedans, c'est que Desjardins reconnaît vraiment le service d'accueil des nouveaux Témiscamiens qu'on a au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est la raison pour laquelle c'est au Carrefour que le programme Repère va se gérer. C'est qu'on veut que tous les nouveaux bénéficient de nos services d'accueil parce qu'on peut les aider rapidement dans leur recherche de logement, pour installer les enfants dans la garderie, dans une école primaire ou secondaire. On peut les aider à se trouver un cours ou une activité qu'ils faisaient auparavant dans leur ville où ils étaient d'origine. Et le service d'accueil, bien, c'est pour ça, c'est qu'on facilite leur venue. Donc, plus les entreprises vont nous référer leurs nouveaux, plus on aura des gens dans notre service d'accueil qui pourront bénéficier aussi du service du programme Repère. L'entreprise Construction Francis Roy a annoncé la construction d'une résidence luxueuse pour retraités de 60 ans et plus à Notre-Dame-du-Nord. Ce projet innovateur est né à l'initiative de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph qui cherchait un promoteur pour revaloriser le site du presbytère appelé à être démoli. La résidence comprendra 24 logements de type 3,5 et 4,5 répartis sur 3 étages et donnant pour la plupart vue sur le lac Témiscamingue. Les travaux de construction s'amorceront dès la fonte des neiges ce printemps. Voici plus de détails avec la coordonnatrice du projet. Ça émane vraiment de Notre-Dame-du-Nord, de la fabrique en fait. M. Fidèle Barry, qui est président de la fabrique, a offert, il y a 2 ans, un terrain où le presbytère est actuellement. Il l'a offert gratuitement aux contracteurs intéressés à construire une résidence pour personnes âgées. Dans le temps, c'était comme ça. Et le seul qui s'est présenté, c'est les Constructions Francis Roy. Alors, d'où ce beau projet qui va se réaliser sous peu. Et là, mis à part le don du terrain, est-ce que la municipalité collabore de près ou de loin au projet? La municipalité nous encourage, nous aide aussi au niveau de la location. Ils sont très heureux qu'on soit avec eux. Et, dans le fond, la résidence va être située là, à l'ancien presbytère. Le presbytère va être déterminé. Pouvez-vous nous expliquer qui pourra bénéficier de ces nouveaux logements? Alors, cette résidence-là, comme au préalable, je vous disais tantôt que c'était pour les personnes âgées, mais maintenant, non, le projet a pris une nouvelle envergure. Ça s'adresse aux personnes retraitées de 60 ans et plus, autonomes. Parce que ce sont des logements. Ce ne sera pas quelque chose qui va être subventionné par le gouvernement, par exemple, ou supervisé avec des soins de santé, tout ça. Ce ne sera pas ce genre de résidence-là. C'est vraiment des gens qui ont envie, à 60 ans, de se départir de leur maison pour vivre autre chose. Alors, ce sont des logements. On a des 3,5, des 4,5 de différentes grandeurs. Et c'est vraiment pour vivre une retraite paisible et heureuse, sans souci du quotidien. Et il y a combien de logements qui seront disponibles? Il y a 24 logements, alors sur 3 étages. Comme je vous disais tantôt, des 3,5, des 4,5. Mais je vous dirais qu'au moment où on se parle, on a déjà 11 locations d'effectuer. Et pouvez-vous nous décrire un peu à quoi ça ressemblera, le fonctionnement, l'espace et tout?
Bon, dans l'espace, sur les 3 étages, au premier étage, on aura un service de repas qui va être offert. Alors, quelle couleur ça va prendre, on ne sait pas encore tout à fait. Est-ce que ce sera la restauration, un service de traiteur? Mais on veut offrir un service de repas aux résidents. Au deuxième étage, on aura des locaux commerciaux, puis peut-être au sous-sol aussi, dépendamment de l'intérêt des gens qui vont s'annoncer. Alors, il y aura des locaux. Actuellement, on a une coiffeuse qui s'est annoncée, bon, on a une ostéopathe en vue. Alors, on attend aussi que les gens qui sont intéressés à venir se joindre dans cette nouvelle immeuble-là sont les bienvenus. Alors, ils communiquent avec moi à ce moment-là, puis on va prendre les ententes. Donc, l'appel est lancé à toute personne intéressée. Effectivement. Puis au troisième étage, bon, on aura une salle commune aussi où on va faire vivre des activités selon les intérêts des gens qui vont avoir loué. Alors, on fera un profil de ces gens-là, leur goût, leur intérêt, leur passion, et on leur offrira quelque chose à leur couleur. Et qui s'occupera justement de la gestion de ces services-là? Moi. Au moment où on se parle, ce sera moi. Là, d'ici 1 an, on ne sait pas, mais au moment où on se parle, c'est moi qui assurera un petit peu d'offrir à ces gens-là la qualité recherchée. Et qu'est-ce qui fera le caractère luxueux des appartements? En fait, toute la partie construction, c'est vraiment à la fine pointe des nouvelles technologies, si on veut, parce qu'il va y avoir nouveau climat. Alors, c'est un souci d'économie éco-énergétique qui va être là. On aura aussi toute une insonorisation au niveau avec du béton, de la cellulose dans les murs et tout ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de qualité. C'est dans ce sens-là quand on parle de luxe. Super. Et ça restera quand même abordable au niveau des prix? Bon, ça commence à 800 $ jusqu'à 1275 avant les coûts d'électricité. Comme des 3,5 par exemple au premier, puisque c'est sûr que leur prix augmente d'un étage à l'autre. Et par contre, l'électricité diminue d'un étage à l'autre, parce que les coûts d'électricité qui comprennent le chauffage, la climatisation et l'échangeur d'air seront en su. Par contre, on a fait une évaluation, un coût moyen par étage. Alors, on a évalué à ce moment ici, c'est un coût approximatif, évidemment. Le premier étage, ce serait autour de 70 $. Au deuxième, 63 $, puis au troisième, 50 $. Alors, plus on monte, plus on paye cher pour la vue, mais plus on monte, moins on paye cher pour l'électricité. Justement, si on en parlait de cette vue-là, dans le fond, ça donne une superbe vue. Là, Je pense que l'endroit qui est choisi est innommable. C'est face au lac, en fait, puis face à la rivière. Alors, ça a un angle de 112 degrés, 112 degrés. Alors, même les gens qui sont sur la rue principale vont avoir une vue sur le lac et sur la rivière et sur le pont. Et les gens en face, évidemment, vont avoir une vue immédiate sur le lac. À l'arrière, on aura une vue sur le terrain de jeu, même, puis ils vont vous voir ici travailler, ils vont vous voir à l'œuvre, on va voir la tête du lac et tout ça. Alors, oui, ça va être c'est un très bel endroit. Oui. Et je suppose que c'est ouvert, évidemment, à tous les Témiscamingues, pas seulement les gens de Notre-Dame-du-Nord. C'est ouvert à tout le monde, que ce soit les Ontariens, francophones, ou même anglophones, on les initiera à la langue française. Les gens de partout, j'ai bien des gens de Rouen qui sont venus me rencontrer hier. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Super. Et pensez-vous que, comme c'est une première là, au Témiscamingue, pensez-vous que ça pourrait donner suite à d'autres projets similaires ailleurs? On le souhaite de tout cœur parce que je pense que c'est pas un besoin, c'est une nécessité. On s'en va dans une population vieillissante, on a besoin de ce type de service-là. Les gens nous quittent pour aller à Rouen, au Jardin du patrimoine, entre autres, ou à l'Horizon Bleu. Alors, ils nous quittent pour aller ailleurs. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Alors, oui, c'est un besoin, puis on espère qu'ailleurs, il va y avoir cet engouement-là qui va mener à terme à un beau projet de résidence. Et peut-être en terminant, rappeler les coordonnées s'il y a des gens qui sont intéressés là, par le projet. Alors, si les gens sont intéressés, ils communiquent avec moi directement. Alors, Lucie Desrochers au 819-622-0858 ou, comme je suis souvent sur la route de Stincy, sur mon cellulaire au 629-5158. Et j'ai le site aussi, mon courriel, alors lucie.résidence@hotmail.com. Et je sais que vous avez fait une rencontre aujourd'hui, justement, avec des personnes de Notre-Dame-du-Nord. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres comme ça qui sont prévues à l'agenda? Pas au moment où on se parle. Par contre, les gens qui ont reçu l'information, qui ont reçu la documentation, ils savent que lorsqu'ils m'appellent, je viens les rencontrer individuellement. Et je leur présente le projet de long en large, je réponds à leurs questions et souvent, ça se termine par une location. Le député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, était de passage en Abitibi-Témiscamingue du 9 au 12 mars dernier pour parler de santé et d'indépendance suite à l'invitation lancée par sa collègue de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien.
M. Zanetti a participé à différentes rencontres avec des intervenants et des citoyens partout sur le territoire. Sol Zanetti en a profité également pour lancer la 2e édition du livre Qui fait dire oui, un essai sur l'indépendance du Québec qu'il a rédigé avec un collectif alors qu'il était chef d'Option nationale. Le premier objectif, c'était de venir rencontrer des gens du milieu de la santé, des services sociaux en général, des groupes communautaires, pour voir c'est quoi la réalité au Témiscamingue, c'est quoi la réalité aussi en Abitibi des soins de santé. Est-ce que l'application mur à mur des lois en santé, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, le but, c'est rencontrer les groupes, voir c'est quoi la situation, puis être capable de donner une voix au Témiscamingue, à l'Assemblée nationale, puis de faire des critiques puis des suggestions d'amélioration du système qui va dans le sens de la réalité régionale. Et le deuxième point dans l'agenda, c'était de faire une tournée de promotion de l'indépendance. Alors, on a fait 2 lancement de livres, du livre Qui fait dire oui, que je tiens ici comme ça, et qui, en fait, regroupe les principaux arguments pour l'indépendance du Québec. Alors, on a fait, ce soir, on va être à Rouyn, par exemple, dans un 5-7 pour faire la promotion de ça. Et quels sont les organismes qui ont été rencontrés ici au Témiscamingue là, en matière de santé? En fait, ce matin, on a rencontré la table de consultation pour personnes âgées du Témiscamingue avec Edith Vincent. On a rencontré la résidence Marguerite Duville tout de suite après et on arrive tout juste d'un dîner avec un comité citoyen engagé pour la santé au Témiscamingue. Donc, des gens il y avait une dizaine de personnes là, autour de la table, donc ça a été des échanges très intéressants. Et là, demain, on rencontre des gens de l'association fibrose kystique de l'Abitibi-Témiscamingue. On rencontre aussi le CROCAT, donc le regroupement des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on rencontre aussi le PDG du CISAT demain sur l'heure du dîner. Donc, ça va compléter là, un peu le portrait de ce qui se passe en termes de santé en région. Et quels constats ont été tirés là, de cette tournée-là jusqu'à date? Bien, le constat, c'est qu'il y a un gros sous-financement des organismes communautaires qui assurent le filet social. C'est vrai ici, au Témiscamingue, c'est vrai en Abitibi, c'est vrai dans plusieurs régions du Québec. Et ce qu'on réalise, c'est qu'on sous-estime tellement ce que ces groupes communautaires-là nous font économiser, là, que ça nous ferait prendre des mauvaises décisions. À Val-d'Or, par exemple, à Piaule, ils s'occupent des personnes en situation d'itinérance. Bien, là, ils vont peut-être devoir fermer avant la fin de l'année parce qu'ils ne boucleront pas leur année financière. Puis là, on se dit, oui, mais tu sais, il leur manque quelques centaines de milliers de dollars, mettons. Et puis là, on fait comme, mais combien ça va nous coûter s'ils ferment? Parce qu'après ça, c'est la police qui sera plus capable de gérer ce qui se passe. Les urgences vont avoir des cas bien plus graves à cause que la Piaule est fermée. Et ça, cet exemple-là, ben, il est vrai partout. Ce qu'on voit aussi, plus particulièrement au Témiscamingue, c'est qu'il y a un gros problème dans les services à domicile pour les personnes âgées. Il n'y a pas assez de budget pour ça. Fait que là, tu enlèves les services à domicile aux personnes âgées, tu as plus de besoins d'hébergement. Alors, à Ville-Marie, la maison, là, Marguerite Duville, il y a une trentaine de places environ. Ouais. Puis il y a 150 personnes sur la liste d'attente. Fait que là, tu coupes les services à domicile, ça fait du monde en plus de besoin d'hébergement. Puis là, ben, quand vient le temps de faire construire des maisons d'hébergement de plus, ben, les programmes Accès Logis, qui ont été conçus pour les villes denses, ben là, ils ne s'appliquent pas ici parce qu'il faut, pour pouvoir construire des résidences, il faut avoir une partie du financement qui vient de la communauté, puis c'est plus difficile à trouver à Ville-Marie. Alors là, c'est comme si l'endroit où tu as le moins les moyens de faire construire cette résidence-là, ben c'est l'endroit qui n'aura pas de service. Alors, il y a un problème structurel dans la façon dont on applique les lois en santé, services sociaux mur à mur au Québec, puis les personnes âgées payent pour ça. C'est intéressant parce que, tu sais, Edith Vincent nous disait, tu sais, le Témiscamingue a un problème où il perd ces jeunes qui vont étudier à l'extérieur, qui ne reviennent pas. Ben là, le phénomène est aussi en train de se produire avec les personnes âgées qui n'ont pas de service sur le territoire, qui n'ont pas de place en hébergement. Donc, ce qu'ils font, c'est ils font de l'exode rural eux aussi, ils s'en vont dans les grands centres pour avoir des places dans les centres d'hébergement. Et puis, comme programme Accès Logis, où on demande au milieu de financer 15 à 20 % du projet, mais sur une résidence qui peut coûter 200 millions, pas 200 millions, je veux dire 2 millions, puis que le milieu doit fournir un 200 000 à 16 000 de population. Comment on peut penser que c'est quelque chose qui est possible ici au Témiscamingue, où on n'a pas l'industrie minière
pépinières, par exemple, qu'on retrouve à Val-d'Or ou à Rouyn, qui peuvent arriver puis donner des gros montants. On n'a pas ces industries-là sur le territoire du Témiscamingue. On n'a pas la population qui va pouvoir contribuer puis amener les fonds nécessaires. Donc, c'est beaucoup ça qu'on a constaté ce matin. Puis cet après-midi, avec les gens du comité, ben on a beaucoup parlé des impacts de la centralisation du domaine de la santé, la perte de nos autonomies locales dans nos instances décisionnelles, la perte de reconnaissance que les employés avaient à l'intérieur du centre de santé. C'est catastrophique, en fait, là, ce qui se vit à l'intérieur de ces murs-là. Puis ça, les gens nous ont bien sensibilisés à ça. Là. Et dans le fond, est-ce que ça s'inscrit dans le cadre d'une tournée partout à travers le Québec ou c'était vraiment ciblé à Abitibi-Témiscamingue, votre tournée? Bien là, c'est ciblé à Abitibi-Témiscamingue. C'est à l'invitation d'Émilise, qui d'ailleurs va inviter d'autres personnes du caucus solidaire à faire des tournées similaires. Mais évidemment, moi, ce que ça me fait dire, c'est je réalise à quel point il faut aller partout, là. Donc, ça va peut-être se faire sur 4 ans, sauf qu'il faut aller partout au Québec. Puis, en fait, on est porteur de dossiers au sein de notre formation politique, et seul, c'est le porteur des dossiers en matière de santé et de services sociaux. Puis c'est sûr que moi, je fais toujours le lien pour lui rapporter nos réalités régionales, mais en même temps, quand j'ai su que c'était lui qui portait les dossiers en santé, j'ai dit ça, il faut vraiment que tu viennes dans la région, parce que la santé en région, dans nos petits milieux, ça se vit pas comme dans les grands centres, donc ça va être super important. Puis moi, j'ai beau te le dire, tant que tu l'auras pas constaté par toi-même, que tu n'auras pas voyagé Rouyn-Ville-Marie pour prendre connaissance de l'étendue de notre territoire, ben ça va être difficile pour toi de porter ça. Puis c'est lui qui est en commission parlementaire. Moi, je peux pas être partout non plus. Donc, je suis vraiment contente qu'il ait accepté l'invitation. Puis les gens qui ont accepté de nous rencontrer pour partager leur vision des choses, c'est très instructif pour nous, puis ça nous donne des munitions pour retourner après à Québec, puis pouvoir faire bouger les choses. Mais justement, ça devance un peu ma question, mais c'est quoi l'importance pour vous, là, justement, d'inviter vos collègues ici en région? Bien, c'est sûr que ça leur fait prendre connaissance de la réalité qu'on vit ici dans la région. Là, c'était spécifiquement sur le domaine de la santé, mais ça pourrait être fait un peu pour tout le monde, en fait, là, parce que les enjeux sont assez distincts, veut pas, tu sais, quand on compare un peu les régions versus les grands centres, les défis sont pas les mêmes. On revient encore une fois à dire que le mur à mur, ben ça s'applique pas. Tu sais, le Québec est trop grand, il y a trop de disparités d'une région à l'autre. Donc, c'est important qu'on puisse documenter ces deux visions-là. Puis c'est sûr que le reste du caucus solidaire, on a beaucoup des gens de Montréal, les gens de Québec, on a Sherbrooke. Fait que de pouvoir les amener, on est à peu près le seul comté qui est très rural, qui est très région. Donc, c'est sûr que moi, je travaille fort pour attirer mes collègues, faire une visite. Puis ça, c'est le premier. C'est sûr que les porte-paroles sont déjà venus aussi, mais je pense que ça augure bien pour la suite. Puis je pense que ça a apprécié aussi les rencontres jusqu'à maintenant. Ben oui. En tant que porte-parole en matière de santé et services sociaux, quels sont c'est quoi votre vision d'un système de santé que vous aimeriez voir appliqué pour le Québec? Il faut en finir avec les lois et les pratiques mur à mur. Il faut avoir des solutions qui viennent de la base. Il faut un système décentralisé. Il faut arrêter de toujours concentrer l'administration, parce que quand tu concentres l'administration dans une place, surtout pour une grande région, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les patrons connaissent plus leurs employés. Puis c'est un peu comme si tu avais, je sais pas, un entraîneur de hockey qui connaissait pas ses joueurs. Il peut pas les mettre à la bonne place. Il peut pas comprendre comment optimiser les forces de son équipe. Puis il peut pas non plus prendre les suggestions que son équipe lui fait pour pouvoir améliorer le rendement de toute l'équipe. Fait que c'est décentraliser, avoir une structure plus transparente, une structure démocratique, à l'écoute des gens qui sont là puis qui donnent les services pour vrai. Et puis quand on applique des choses mur à mur, là, consultons les gens, tu sais, parce que c'est fou de penser qu'une loi dans des pratiques de santé, dans des contextes si différents, puisse être bonne sur tout le territoire. C'est complètement fou de penser ça. Et dans la structure actuelle, là, quels sont les chevaux de bataille là, qu'il faut absolument combattre? Bien, il y a une affaire importante qui relève pas de la structure, mais qui est juste la grosse base, c'est qu'il faut remettre de l'argent dans les services sociaux et la santé.
Je veux dire, là en ce moment, il y a des surplus de 4,5, 4,6 milliards en ce moment. C'est hallucinant pendant qu'il y a du monde qui manque de services. Alors, il faut remettre de l'argent, mais une fois que ça c'est dit, c'est pas non plus assez. Il faut décentraliser l'administration. On a fait des grosses centralisations, mais là, ça amène une dépersonnalisation de la relation cadre-employé. Et ça amène une perte de sens aussi. Les gens se sentent traités comme des numéros. Comme du bétail. Comme du bétail. Alors, comment veux-tu qu'ils soient motivés puis qu'ils soient fiers aussi du travail qu'ils font quand ils n'ont pas de reconnaissance à cause de ça puis qu'ils se sentent pas reconnus? Puis, tu sais, de réaxer aussi sur la prévention. Puis ça, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les déterminants sociaux de la santé, c'est fondamental de redonner des conditions de vie qui ont du bon sens aux gens, de miser sur l'éducation, de miser sur la prévention des saines habitudes de vie, la promotion des saines habitudes de vie. Tout ça, ça fait partie d'une vision plus globale de la santé qu'il faut ramener. Puis il y avait des gens aussi aujourd'hui qui nous disaient, tu sais, là, avec toute la centralisation, il y a beaucoup de perte de connaissances puis de perte de communication. Les gens travaillent de plus en plus en silo, ce qui fait que il y a des choses qui auraient pu être prévenues chez des patients qui l'ont pas nécessairement été. Et là, ben, la santé des gens se détériore, sauf que si on avait pris ces gens-là en main dès le départ, à partir du moment où on constatait qu'il y avait une problématique au niveau de leur santé, ces gens-là auraient coûté beaucoup moins cher à la société si le problème avait été pris tout de suite, plutôt que d'attendre que la santé se détériore et que là, on entre dans des traitements qui coûtent beaucoup plus cher. Si on veut juste le voir dans une logique comptable, il y a énormément de gains qu'on pourrait faire, d'économies qu'on pourrait faire si les gens étaient pris tout de suite en charge plutôt que ça tarde parce que là, les médecins n'arrivent pas à parler avec les travailleurs sociaux, avec les autres intervenants de la santé, les communications se perdent. On parlait juste du laboratoire, la centralisation du laboratoire où les gens font des tests. Et là, ça arrive que des fois, là, dans le transport, on a perdu les tests, les échantillons. Les patients doivent retourner, prendre les prises de temps, faire prendre les échantillons pour renvoyer le tout dans les laboratoires du côté de Montréal. Tu sais, avant, on était capable de faire cette expertise-là dans la région, mais là, avec l'harmonisation, on dit, ben non, on concentre tout ça dans les grands centres, ce qui fait qu'il y a énormément de pertes d'efficience, on trouve, sur toute la chaîne, là. Tout à fait. Si bien dit. Et pour en revenir au, justement, le livre qui fait dire oui, il y aura un lancement. C'est la 2e édition du livre qui fait dire oui. Donc, il y a eu 10 000 exemplaires d'imprimés au premier lancement en 2015, si je ne me trompe pas. Oui. Il y avait eu des réimpressions. En tout, de la première édition, on en a distribué 25 000 copies. Donc, vendu à peu près 4 000, puis donné gratuitement 21 000. Et là, de cette 2e édition-là, qui est parue au mois d'août dernier, on a fait réimprimer 20 000 copies. Alors là, on est en train de les distribuer. Puis l'idée, c'est de faire en sorte qu'on les donne gratuitement. Hein. Fait que les gens qui viennent au 5 à 7, ils partent avec un livre, ils peuvent partir avec 10 livres s'ils nous promettent qu'ils vont les donner à des gens que ça peut convaincre de devenir indépendantiste. Et justement, parlez-nous un peu plus là, en détail du livre qui fait dire oui. Bien, ce livre-là, essentiellement, ce qu'il vient dire, c'est ça vient présenter c'est quoi l'indépendance, quels sont les arguments actuels pour l'indépendance, puis qu'est-ce que ça va améliorer pour notre environnement au Québec, pour notre économie, pour notre démocratie, pour notre langue, pour notre culture, pour la lutte des femmes, pour nos relations internationales, pour plein de sujets. Et puis aussi, on aborde des sujets comme qu'est-ce que ça va amener comme aspect positif, par exemple, pour les premiers peuples, pour les Anglo-Québécois, pour les Néo-Québécoises et Néo-Québécois. Donc, qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? Alors, c'est une remise à neuf de l'argumentaire indépendantiste avec des thèmes actuels et ça vise à faire ça. Donc, c'est bon pour quelqu'un qui est indépendantiste, qui dit « Moi, je veux parfaire mon argumentaire pour pouvoir défendre, être un meilleur ambassadeur de l'idée. » Mais aussi, ça peut être pour convaincre du monde qui, même du monde, là, ça s'adresse à du monde qui se considère pas nécessairement très politisé. C'est super simple. Le livre, il est mince, c'est pas, ça prend quelques heures à lire et voilà, c'est fait pour tout le monde. Donc, vous direz que ça va vulgariser un peu là, la question de l'indépendance, mais également peut-être redonner des arguments là, pour ceux qui n'y croient plus, entre guillemets. Oui, parce que, comme disait Albert Camus, là, je vais le citer de façon inexacte, mais il disait « Le désespoir vient pas de la difficulté d'une lutte inégale puis de la fatigue. Le désespoir vient du fait qu'on a oublié pourquoi on se battait. » Et le but de ce livre-là, c'est de se rappeler pourquoi il faut
qu'on se batte pour ça, pourquoi il faut qu'on l'ait notre pays, puis que c'est quelque chose qui est urgent. Urgent et réalisable. Et réalisable, en plus. À l'époque où le livre a été lancé, là, vous étiez chef du parti Option nationale. Entre-temps, le parti a décidé de fusionner avec Québec solidaire. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui a justifié cette fusion-là. Bien, essentiellement, nous autres, on avait toujours dit à Option nationale, on avait lancé cet appel-là. On disait, s'il y a un parti qui veut adopter une démarche aussi déterminée sur l'indépendance que la nôtre, nous, on va être ouvert à collaborer, voire fusionner avec. Et là, le Parti québécois n'a jamais été intéressé à faire ça. Et puis, Québec solidaire, à un moment donné, s'est montré intéressé. Ils ont dit, ouais, nous autres, on aimerait ça faire de quoi avec vous. Et puis, au fond, les différences de stratégie d'accès à l'indépendance qui sont entre nous, c'est des choses qui peuvent être, qu'on peut surpasser. Puis, il n'y a pas de raison que ça nous divise. Alors, on a fait une entente dans laquelle il y a eu une modification de programme par rapport à l'indépendance, puis on a clarifié certains aspects de la stratégie. Puis nous, on s'est dit, bon, ben là, si on est pour avoir les mêmes idées, ben aussi bien travailler ensemble. Et c'est ça qui a mené à la fusion. Et moi, je suis vraiment très content de ça parce que ça nous a donné, vraiment, je pense à tout le monde, ça nous a beaucoup enrichi. Et Mme Lessard-Terrien, est-ce que la question nationale, c'est un sujet qui semble préoccuper vos citoyens dans la circonscription? En avez-vous eu des échos? Je pense qu'il y a toujours une base très des ardents défenseurs de l'indépendance en Abitibi-Témiscamingue, définitivement. Du côté du Témiscamingue, on en connaît tous. Moi, j'avais un professeur d'histoire quand j'étais au secondaire qui défendait l'idée du pays avec tellement de cœur et de conviction. C'était un passionné. Puis moi, je suis bien contente d'avoir eu ce prof-là dans ma vie parce que des enseignants passionnés, c'est toujours plus intéressant à écouter. Donc, je pense qu'il y a définitivement quelque chose ici. C'est sûr que la proximité avec l'Ontario peut inquiéter certaines personnes. En même temps, ça ne veut pas dire que demain matin, si on devient un pays, il n'y aura plus rien qui va se passer avec du côté de l'Ontario. Au contraire, ça met pas fin à tous les échanges qu'on fait déjà. Donc, mais je suis contente d'avoir un ambassadeur avec moi qui milite pour l'indépendance depuis longtemps, qui risque de la vulgariser beaucoup, peut-être mieux que moi, pour l'instant, mais moi j'y crois, puis je pense que c'est pour retrouver nos leviers pour mener à bien le projet de société qu'on veut faire, entre autres avec Québec solidaire. Je pense que ça passe définitivement par l'indépendance. Donc, c'est de promouvoir la bonne nouvelle, en fait, puis de partager cette idée-là aux gens qu'on a tout à gagner et rien à perdre avec le projet de pays. Peut-être en conclusion, en termes de priorité entre santé et indépendance, en quoi les deux sujets, un aurait priorité sur l'autre ou en quoi les deux pourraient très bien se combiner? Bien, c'est des choses qui se combinent, c'est-à-dire que l'indépendance, là, pour tous les sujets de notre société, que ce soit la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, l'indépendance, l'enjeu, c'est la liberté. Qui va décider de notre avenir? Est-ce que c'est nous, dans tous les domaines, ou nous, dans une partie des domaines, avec des ingérences constantes d'un gouvernement qui est à l'extérieur de nos frontières et puis qui ne saisit pas nos réalités tout le temps puis qui applique du mur à mur? Donc, c'est un peu ça. T'sais, la santé, là, encore cette semaine, la ministre de la Santé exigeait de plus gros transferts fédéraux en santé. Puis là, évidemment, c'est toujours la même chose. Hein? Même des ministres de la Santé qui sont pour le Canada, là, au Québec, là, ils sont là, maudits, on devrait pouvoir avoir notre argent, augmenter nos transferts. Oui, mais il y a une solution pour ça. C'est d'arrêter de leur envoyer une 50aine de milliards chaque année puis gérer ça par nous-mêmes. Alors, c'est clair que l'indépendance, même dans le milieu de la santé, ça nous aide. Ça fait en sorte qu'on a plus de leviers, on décide où et comment on fait les choses en fonction de nos réalités, puis on peut décentraliser ça. Donc, moi, je trouve ça important, puis ça va ensemble. La liberté, ça aide à tout faire. Il n'y a pas grand-chose qui se fait mieux avec une main dans le dos. Le groupe Image offre maintenant un service d'intervention à Ville-Marie du lundi au jeudi de 16h à minuit pour tout homme, peu importe sa situation. Les services sont également offerts par téléphone ou par Skype et il n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous pour faire appel à ces services. Une nouveauté qui répond à un réel besoin senti sur le territoire, selon le directeur général de l'organisme, Tommy Cousineau, que nous avons rencontré à ce sujet. Le groupe Image a décidé d'offrir une plage horaire plus élargie. C'est suite un peu à ce qui s'était passé là, en novembre dernier. C'est un sondage qui avait été émis par le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, où, lors de ce sondage-là, ce qui est ressorti, c'est que les hommes
préféraient avoir davantage accès à des services plus élargis le soir, justement. Pourquoi que c'est ressorti fort? Nous, on a émis des hypothèses en disant, bien, c'est sûr qu'un gars, c'est plus difficile de demander de l'aide. Puis, c'est sûr qu'il ne demandera pas nécessairement à son patron là, dans la journée de dire, ben moi, je vais prendre 1 heure ou 2, puis je vais aller voir un service d'aide. Donc, on s'est dit de quelle façon que nous, le groupe Image, on peut répondre à ce besoin-là. On a ouvert des candidatures pour l'intervention, puis on a trouvé une perle rare là, qui était prête à venir nous offrir du temps le soir en soirée. Donc, du lundi au jeudi, on a un intervenant qui est là, attitré pour les hommes du Témiscamingue. Et comment ça fonctionne? Les gens se présentent, les gens appellent. On parle aussi des réseaux sociaux maintenant qui sont beaucoup actifs là-dessus, oui, utiliser. Oui, c'est ça. Dans le fond, les gens peuvent nous appeler, peuvent communiquer avec nous. Ils peuvent aussi, on a un site Internet où c'est que les gens peuvent venir communiquer avec nous via les médias sociaux. On a aussi accès à des plateformes Skype, Messenger pour réussir à rencontrer les gens par vidéo s'ils le désirent. Ils peuvent se déplacer aussi sur place. Donc, pas nécessairement obligé d'avoir un rendez-vous, là. Normalement, on essaie de s'organiser pour être capable de réussir à rencontrer la personne sur place. Donc, puis, nos locaux, pour les gens qui ne le savent pas, ben, c'est situé juste en face des meubles à Traverse la Ville-Marie. Donc, vous pouvez vous présenter ici. Puis, ce qui est le fun aussi à avoir un intervenant en soirée, c'est qu'on répond aussi à beaucoup de besoins ailleurs qu'au Témiscamingue. On est rendu qu'on répond à de la demande un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Donc, les gens peuvent nous appeler, puis ça va nous permettre de réussir à offrir une intervention là, de qualité le soir. C'est pas que je disais avant, on n'avait pas d'intervention de qualité en lien avec... C'est juste que j'avais des surveillants, donc ils étaient moins qualifiés pour offrir une intervention là, auprès des hommes. Donc, à cette heure, à partir d'aujourd'hui, puis même depuis janvier dernier, là, qu'on a engagé l'intervenante, donc elle s'est faite, entre guillemets, les dents, un peu sur certains hommes là, qui fréquentent nos services. Puis il y a une référence qui se fait aussi de David, dans le fond, mon intervenant de jour, qui fait des références le soir. Donc, c'est bien merveilleux. Le groupe Image, on est en expansion, on ne veut pas. Nous, c'est un point de service à Amos. Donc, on voit qu'on tente de réussir à répondre au plus de besoins possibles là, pour les gens, les hommes en difficulté, veut pas. Ma manière de sujet, je vais le prendre à bleu pour le point, Tommy. Justement, qu'est-ce qui est offert comme service maintenant du côté d'Amos? On parle d'expansion, le groupe Image, peut-être un petit mot là-dessus. Bien, écoute, ce qu'on offre comme service, c'est un intervenant qui est là 28 heures semaine, donc qui est prêt à accueillir les hommes. Quand on parle d'hommes, les gens pensent des fois qu'il faut avoir une grosse difficulté pour venir fréquenter nos services. C'est faux. Peu importe la réalité, un homme qui a de la difficulté avec sa conjointe, des difficultés de communiquer, on va vous aider là-dedans. Vous êtes en processus de séparation, on peut vous aider là-dedans aussi. Vous questionnez par rapport à une recherche d'emploi, vous ne savez pas trop où vous enligner, on peut vous référer vers les bonnes ressources. Donc, on est là vraiment pour un gars qui vit quelque chose, une situation particulière, puis qui a besoin de se faire juste outiller, aiguiller un peu, bien, on est là pour lui offrir les services qui correspondent à son besoin, bien entendu. Puis donc, le service à Amos, on avait beaucoup d'appels d'Amos, fait qu'on s'est dit de quelle façon qu'on peut réussir à répondre à ce besoin-là. On a dépêché un intervenant dans ce territoire-là. Puis on souhaite éventuellement être capable de réussir à offrir des points de service un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, qu'on puisse aider le plus d'hommes possible. Est-ce qu'on va le dire, le groupe Image, c'est maintenant la référence en région et même au Québec là, pour tout ce qui est de santé et bien-être des hommes? Oui, écoute, notre expertise s'en vient vraiment intéressante. On a beaucoup plus de crédibilité. On est très impliqué au niveau national. On est impliqué aussi au niveau régional et on est impliqué aussi au niveau local. On se fait de plus en plus interpeller par notre expertise. Veut pas, on est très spécifique. On travaille auprès des hommes. Donc, puis il y a une approche assez particulière qu'on préconise, puis qu'on forme aussi des intervenants dans les centres de santé, des intervenants scolaires, des intervenants d'un peu partout pour réussir à les aider à s'adapter à la réalité des hommes, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec un homme, la demande d'aide, des fois, est perçue différemment. Donc, de quelle façon qu'on peut outiller ces intervenants-là? Fait que le groupe Image fait la tournée du territoire, on rencontre l'ensemble des intervenants pour réussir à les former pour qu'ils soient davantage outillés. Puis l'expertise est là. On est bien content de pouvoir réussir à partager notre savoir. Et là, justement, rappelle-nous un peu quelle est la mission, quel est le but de l'organisme du groupe Image? Le groupe Image, veut pas, on est là pour aider les hommes et les pères qui vivent des situations particulières. C'est très, très large, mais on veut les accompagner vers les ressources. On est très bons accompagnateurs. Et puis, seulement à Ville-Marie, parce que je tiens à le préciser, parce qu'on a vu qu'on a le point de service à Amos, on a un volet d'hébergement. Donc, un homme qui vit une situation particulière puis besoin d'un hébergement temporaire, nous, on va lui offrir un lit, puis il va s'organiser, on va l'accompagner dans une recherche de logement. Puis on a aussi un volet d'hébergement père avec enfant, qui est le volet maison oxygène, dans le fond, à même nos locaux,
Ou un père peut venir avec ses enfants, exemple, un père qui vient de se séparer, qui veut avoir accès à ses enfants, qui veut se faire accompagner à la course. Si le centre jeunesse, des fois, est là, on est là pour lui aussi. Fait que c'est unique en région, là. Il n'y en a pas d'autres des ressources de notre genre. On est bien content d'avoir ça au Témiscamingue. Puis je jasais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait c'est rare qu'on voit une ressource du Témiscamingue vouloir s'établir en Abitibi-Témiscamingue. Souvent, on voit les ressources de l'Abitibi-Témiscamingue s'établir au Témiscamingue, donc on est bien fiers de ça. Tout en terminant, nous rappeler justement là, à quoi ça ressemble aujourd'hui la réalité d'un homme en 2019 au Témiscamingue. Qu'est-ce que vous avez rencontré souvent là, comme problématique ou comme situation, si on peut dire? Ce que j'ai à dire, la réalité des hommes en 2019, elle a changé un petit peu au niveau de la demande d'aide. On voit une petite évolution, on voit que les jeunes hommes fréquentent davantage les services. Je dis pas que c'est accessible, mais on voit vraiment que les hommes sont plus enclins à demander de l'aide. Peut-être que le groupe Image travaille fort en ce sens-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est ce qu'on voit. Puis la réalité des hommes au Témiscamingue, souvent, dans quoi qu'on va travailler? On va travailler dans des séparations, dans des bons cas de séparation, garde d'enfants. On va travailler aussi avec des hommes pour briser leur isolement, des hommes avec leur conjoint. On touche à vraiment tout. Problèmes de consommation. Écoute, on est là pour eux. Puis au Témiscamingue, la réalité des hommes fait en sorte aussi, on s'est attardé aussi au contexte fly-in, fly-out. Donc, les gars qui partent pendant 28 jours reviennent. On fait d'ailleurs une étude là, éventuellement par rapport à ça pour réussir à bien savoir un peu c'est quoi leur portrait puis de quelle façon qu'on peut moduler nos services pour être capable d'aller les rejoindre davantage. Donc, c'est vraiment un beau plus. Fait que, tu sais, le portrait des gars, on a des gars qui fréquentent les services, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Donc, puis la maison ici, en ce moment, est pleine, à pleine capacité d'hébergement. Donc, on voit que c'est très positif. J'ose de ça souvent avec certaines personnes, ils disent, c'est-tu positif, c'est-tu négatif? Pour moi, je trouve ça positif parce qu'on est là pour les bonnes raisons. Et juste nous rappeler justement les coordonnées, comment on fait pour rejoindre ici le numéro de téléphone et site internet peut-être? Oui, c'est ça. Écoute, on a un site internet qui c'est le groupe Image, groupeimage.org. Vous pouvez avoir accès à toutes nos informations, là, dont notre numéro de téléphone, qui est le 819-622-2666. Je l'ai peut-être dit vite, mais bref. Et puis, j'ai aussi notre page Facebook qui roule beaucoup. Donc, vous pouvez visiter le groupe Image sur Facebook. Vous avez accès à nos services. Et puis, vous allez avoir accès à certaines plateformes là, vidéo si jamais vous voulez communiquer avec nous. C'est maintenant le moment d'aller voter pour les organismes et artistes témiscamiens finalistes des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue 2019. En tout, ce sont près de 25 finalistes des 5 MRC du territoire qui sont en nomination dans 7 catégories distinctes. Du lot, 4 organismes ou artistes témiscamiens s'y retrouvent, soit l'École Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord dans la catégorie prix partenariat. La Biennale internationale d'art miniature se retrouve pour sa part parmi les finalistes pour la catégorie prix du public. Le Témiscamien Laurent Lessard, l'homme derrière tous les spectacles qui se sont déroulés au Théâtre du Rift dans les dernières années, sortira enfin de l'ombre, lui qui est en nomination pour la catégorie prix travailleur de l'ombre. Et finalement, l'artiste autochtone Frank Paulson est en nomination dans la prestigieuse catégorie du prix créateur-créatrice de l'année. Pour en connaître davantage sur les nommés, vous pouvez consulter le document « Présentation des finalistes ». C'est disponible entre autres sur le site du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Les lauréats seront connus le mercredi 10 avril prochain lors de la remise des prix d'excellence en art et culture présentés en formule 5 à 7 au Théâtre des Escars à Amos. Pour plus de détails sur le concours et en connaître davantage, voici l'entrevue réalisée par Francis Prudhomme avec Véronique Beaulé, agente de développement culturel pour la MRC de Témiscamingue. Dans le fond, on peut voter pour le prix du public uniquement. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez voir des capsules, soit sur le web ou à la télé, et vous avez la possibilité d'aller sur TVA Abitibi. Il y a une section sur leur site Internet qui s'appelle Concours, et c'est en partenariat avec eux que le Conseil de la culture fait la remise du prix du public. Donc, vous avez la chance de voter, et ça, une fois par jour. Donc, en rentrant une adresse courriel, vous pouvez enregistrer un vote par jour jusqu'au 31 mars prochain. Et si ce n'est pas par le web, vous pouvez le faire aussi dans chacune des bibliothèques du territoire. Vous pouvez enregistrer votre vote dans des petits coupons, et c'est comme ça qu'on peut voter pour le prix du public. Vous rappelez peut-être là sur la Biennale internationale d'art miniature qui est en nomination, c'est un peu vous qui avez poussé pour leur candidature. Peut-être nous parler un peu de
de ce côté-là? Dans le fond, c'est que le Conseil de la culture fait appel aux tables ou aux commissions culturelles de chacune des MRC pour mettre en nomination le prix du public. Donc, nous, en tant que commission culturelle, on a reçu une liste avec des réalisations qu'on souhaitait mettre en nomination. Et cette année, c'était axé sur les métiers d'art et l'art visuel. Donc, on devait choisir dans ce champ d'activité-là. Et parmi la liste qu'on avait, on a fait, nous, une présélection et on a acheminé un sondage à chacun de nos membres de la commission culturelle. On est 12 sur la commission culturelle. Les gens ont voté pour leur réalisation et au final, bien, c'est la Biennale internationale d'art miniature qui est l'organisation qui nous représente pour le prix du public cette année. Vous parlez justement de cet événement-là. C'est un événement qui fait rayonner la région. Vous parlez, selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de cet événement-là et pourquoi on devrait voter pour eux? Bien, ce qui en fait le succès, à mon avis, c'est la grande variété de ce qui est présenté. Oui, c'est de la miniature, mais on a, tu sais, quand on rentre dans la galerie et qu'on voit plus de 300 œuvres exposées au même moment, ça donne tout un impact. Donc, je dirais la variété de ce qui est là, parce que oui, 300 œuvres, mais il y a différents champs d'activité aussi qui sont présentés. Tu sais, on parle de la peinture, mais on parle aussi de l'estampe. Donc, il y a différents médiums qui sont là, la variété des artistes aussi qui sont représentés, sans oublier le volet international. Donc, on a la chance de voir des œuvres provenant de l'extérieur de notre pays lors de la Biennale. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi. Vous nous parlez aussi toujours des autres organismes et gens qui sont en nomination. On parle d'ailleurs d'abord de Frank Poulsen. Oui, Frank Poulsen qui est en nomination, dans le fond, pour, je dirais, sa carrière, donc qui va très bien. Il est représenté sur différentes tribunes. La Commission culturelle a fait l'achat d'ailleurs de la collection de Monet qu'il a illustrée. Donc, c'est une belle reconnaissance pour lui d'être en nomination. On parle aussi de l'école Rivière-des-15 qui, on le sait depuis quelques années, s'implique beaucoup en culture, fait découvrir la culture à ses élèves. Oui, dans le fond, Rivière-des-15 est en nomination dans le prix partenariat. À chaque année, le Conseil de la culture choisit avec qui être partenaire et cette année, c'est avec le milieu de l'éducation. Et nous, on avait soumis comme idée de faire appel à l'école Rivière-des-15 étant donné qu'ils tiennent une journée culturelle. C'est la 6e édition qui a eu lieu cette année et ce qu'ils font, c'est vraiment, ils prennent les élèves qui participent à cette journée-là, ils partent une journée au complet, ils font plusieurs activités vraiment différentes. Ils se promènent sur l'ensemble du territoire. Souvent, ils vont voir une représentation aussi, que ce soit au RIF ou à la salle de Tory. Donc, c'est pour cette belle initiative culturelle parce que souvent, nos élèves sortent des écoles pour aller à des tournois sportifs, mais là, c'est vraiment pour faire une immersion dans le monde culturel. Et en terminant, on a aussi Laurent Lessard qui, dans la catégorie travailleurs de l'ombre, quelqu'un que les gens ici au Témiscamingue connaissent bien et qui était apprécié tant ici en région que par les artistes qui viennent ici à Ville-Marie. Oui, dans le fond, Laurent Lessard est en nomination pour le prix Travailleurs de l'ombre et c'est vrai qu'il est technicien de son et il est technicien aussi au niveau du RIF, donc c'est vraiment, ça fait honneur à sa carrière. Ça fait 35 ans qu'il travaille du côté du RIF et c'est ça, il est souvent, le thème lui va très bien pour ce prix-là, dans l'ombre, parce qu'il est à la régie et tout ça. Donc, une belle reconnaissance aussi pour le nombre d'heures et le temps que Laurent passe du côté du RIF. Selon toi, Véronique, qu'est-ce qu'une telle reconnaissance peut signifier pour les artistes qui sont en nomination et qui vont peut-être gagner? Bien, c'est à la fois une reconnaissance, je dirais une belle visibilité, tout d'abord, parce que si je pense au prix du public, bien, c'est des capsules qui tournent sur le web et qui tournent à la télé, donc une belle visibilité. Ceux qui remportent aussi parfois remportent des topos, soit dans le journal, l'indice culturel, l'indice bohémien ou sur différentes tribunes, donc une très belle visibilité. Toute aussi la promotion qui entoure, là, on a vu toutes les candidatures, on les voit, sont mises en lumière, soit sur le web ou dans des capsules aussi, donc toute la visibilité que ça donne. Et veut pas aussi, il y a des prix monétaires pour certaines catégories qui sont rattachées. Et pour un artiste, d'avoir gagné une bourse ou un prix qui est, dans le fond, qui le reconnaît au niveau de sa région, bien, c'est très prestigieux à mettre dans un curriculum vitae et pour avoir accès à soit d'autres expositions, d'autres spectacles, d'autres lieux d'exposition. Donc, c'est toujours intéressant quand nos artistes de notre région rayonnent dans ces catégories-là. Et peut-être juste en terminant aussi, justement, l'importance de souligner justement notre culture régionale. C'est quelque chose, de plus en plus, on voit nos artistes rayonnent au Québec ou à l'international. C'est important justement de souligner le travail des gens d'ici. Oui, bien, puis c'est le mandat qu'on se donne à la Commission culturelle. Tu sais, tout ce qu'on met sur pied, on tente toujours de mettre en avant en scène nos artistes, nos organisations culturelles. On essaie toujours de faire un maillage avec les différents milieux, nos artistes, des apporter, que ce soit dans les CPE, que ce soit auprès des personnes âgées. Donc, toujours faire en sorte que nos artistes prennent la place, prennent le plancher, puis il y a toujours une plus grande visibilité. Les Pirates de Ville-Marie ont remporté la finale de la Division Nord de la GMHL, les opposants aux Rattlers de Bradford, devant leurs partisans le lundi 18 mars à l'Aréna Frère Arthur Bergeron. Au moment d'enregistrer ce bulletin, nous n'avions pas encore accès aux images de ce match décisif. Pour l'instant, voici le reportage de notre journaliste sportif Francis Prudhomme au sujet des matchs numéro 3 et 4.
Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Après 4 matchs, c'est l'égalité 2-2 dans la finale de la Division Nord, opposant les Pirates de Ville-Marie aux Rattlers de Bradford. Ville-Marie a divisé les honneurs des 2 premiers matchs disputés à Bradford avant d'en faire de même à domicile. Lors du match numéro 3, le premier disputé à Ville-Marie, le match débute par un 4-3 en faveur de Bradford, mais les Pirates résistent. Par contre, les Rattlers prennent les devants dans le match en avantage numérique. Puis Bradford double son avance avant de marquer un 3e filet sans réplique. Avec un peu plus de 4 minutes à faire au premier 20, les Pirates s'inscrivent enfin au pointage. Un but d'Alex Peters sur des passes de Bloom et Belrose. Mais Bradford réplique aussitôt. Les Pirates démontrent toute leur force de caractère en réduisant l'écart dès la reprise du jeu, alors que l'action se déroule à 4 contre 4. Il est l'œuvre de Sonny Boire. Blanchette et Saint-Fleur sont complices. Plusieurs pénalités d'indiscipline ont coupé le momentum et au final auront été coûteuses pour les Pirates. Ben regarde, c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est l'indiscipline. Ça a été un petit peu ça qui nous a sorti de notre game le premier match là-bas. C'est deux games qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On les a dominés dans des moments un petit peu plus opportuns du match, mais on l'échappe à la fin à cause de notre indiscipline, à cause qu'on n'a pas joué 60 minutes. Puis regarde, il va falloir apprendre de nos erreurs parce que ça va venir vite. Là. On a déjà perdu 2 sur un match sur une série de 4. Là. À un moment donné, on va comprendre le message, j'espère. Malheureusement, là, la discipline nous a coûté en début de match. On a donné 4 buts quand même, là, qu'eux étaient en avantage numérique. Donc, ça nous a vraiment fait mal. Par contre, il y a du positif de cette game-là. Je pense qu'en deuxième, en troisième, on a vraiment pris le beat. On a réussi à égaliser 6-6, mais les dieux du hockey n'étaient pas sur notre côté. Ils ont donné un but à l'adversaire, encore une fois en avantage numérique. Puis après ça, on n'a juste pas été capable de retrouver ce beat-là puis de terminer le match. Oui, on a eu des belles offensives, on a quand même dominé à la fin de 3e période, mais il manquait le petit, l'autre vitesse. On appelle ça souvent le Hodder Gears en play-off. Il nous a manqué ça pour les 5 dernières minutes, je dirais, puis ça a joué un gros facteur dans le match. On sait qu'on est meilleur qu'eux autres, on sait qu'on les domine quand on travaille tout le monde ensemble. Fait que, non, je suis confiant, je sais que les gars ils ont compris. Là, il est temps que ça arrête, les punitions, là, puis on va commencer à jouer comme qu'on est capable de jouer, là, puis vous allez voir que c'est toute une équipe qu'on a. Là. Les Rattlers débutent la deuxième avec un but, avant de voir 2 bonnes séquences à l'offensive pour la troupe d'Alain Mercier. Les Pirates sont convaincants en première moitié de période. Toutefois, comble de malheur, les Rattlers marquent un 6e but en avantage numérique qui chassera le gardien Jean-Mathieu Ouellet du match. Plus tard en période, le capitaine se lève pour réduire l'écart à 3 buts. Et en avantage numérique, Sonny Boire marque de nouveau. Ben écoute, moi je comprends même pas pourquoi que ces gars-là sont encore sur la glace, c'est des vrais redlistes. Écoute, je m'en fais comme mission personnelle de leader mon équipe jusqu'à la victoire, puis il n'y a pas question qu'on l'échappe encore une. En fin de période, solide mise en échec d'Alan Villan. C'est 6-4 en faveur de Bradford après 40 minutes de jeu, même si la deuxième a été totalement dominée par Ville-Marie. En 3e période, le capitaine Nicolas Belrose marque son 2e du match pour réduire l'écart à un seul but. Les Pirates créent l'égalité 6-6 sur le but d'Hugo Bloom, mais les Rattlers reprennent les devants, alors que Ville-Marie se défend à 4 contre 5. Une défaite crève-cœur de 7-6. Ça n'a pas été facile en début de première période pour prendre le momentum parce que justement il y avait beaucoup de punitions. C'est des défaites crève-cœur de même, mais si on vient à bout de jouer 3 périodes, d'après moi, ça va faire toute la différence. Puis c'est ça qui manque. Écoute, on se réveille trop tard dans la game. C'était une game qu'on a perdu 7-6, mais qu'on aurait dû gagner 7-0. Fait que faut aider nos gardiens de but puis être meilleur défensivement. Faut avoir du caractère. Tout le monde, le coaching staff, les joueurs, tout le monde autour de l'équipe, faut avoir du caractère. On peut se rappeler au niveau de Ligue nationale, les Capitals de Washington, ils ont toujours eu de la difficulté contre les Pingouins en série, tout ça. C'est un peu ça avec les Rattlers pour nous, mais à un moment donné, ça va venir qu'à payer. À un moment donné, ça va venir à retourner de côté. Il faut juste vraiment s'assurer de bien travailler, de rester discipliné. Puis justement, en première période, oui, il y a la discipline, tout ça, mais on a fait des erreurs qui sont très coûteuses. Des erreurs que tu ne peux pas te permettre de faire, surtout pas en série. Fait que faut être prêt demain pour les outworker, pour être prêt à vraiment travailler fort, mais dans le système. Puis vraiment pas essayer d'en faire trop individuellement, mais vraiment collectivement. Puis je trouve ça vraiment plat justement de s'avoir fait voler la victoire devant autant de partisans qui se sont déplacés ici en pleine semaine en plus. J'ai dit, écoute, il va falloir sortir fort la prochaine game parce qu'on ne peut pas se permettre d'en échapper 2 ici à la maison devant nos fans. On avait vraiment hâte de jouer ici. Je pense qu'on était un petit peu nerveux, un petit peu comme la première game des séries contre les Bulls ici.
un petit peu de nervosité, mais regarde, on a repris le dessus, ça n'a pas été trop long, mais encore une fois, c'est l'indiscipline qui nous a tués. Mais écoute, on sait que la foule est là, on sait que la foule est derrière nous, puis c'est plate de leur offrir une défaite de même, là, mais je pense qu'on a quand même bien joué, on leur a quand même donné un bon spectacle, puis on va être là demain, on va se reprendre encore une fois. Avant même le début du match numéro 4, on sent les Pirates plus motivés que jamais. Ils ont bien l'intention d'offrir une victoire à leurs partisans et de revenir au plus fort dans cette série. Ils marquent d'ailleurs le premier but du match, tôt en première période. Un but de Samuel Bégin. Les Pirates ne sont pas rassasiés alors qu'ils inscrivent un deuxième but consécutif. Une rondelle frappée au vol par le numéro 67, William Secours. Alex Montreuil fait plaisir à ses partisans avec une spectaculaire mise en échec. Toutefois, un revirement mène au premier but des Rattlers, alors que Ville-Marie évolue en supériorité numérique. Les deux équipes s'échangent les mises en échec tout au long de la période. La rivalité entre les deux équipes est bien installée. 2-1 Ville-Marie après une. C'est un gros match, c'est une finale de division. Je sais que c'est une bonne équipe en face, c'est deux bonnes équipes qui jouent une bonne série, donc c'est ceux qui travaillent le plus qui gagnent. Arriver dans les séries, il faut faire des sacrifices et on comptera les blessures à la fin de la saison, à la fin des séries. Faut pas lâcher tout ce qu'on fait là, qu'on travaille 3 tiers complets. Et puis faut reproduire ça chez eux, puis revenir encore ici et plus lâcher. Comme on leur a donné hier, là on a eu des petits problèmes, mais aujourd'hui on a bien travaillé et puis tout va bien. Les Pirates écopent de 2 pénalités consécutives en début de deuxième période, mais s'en tireront indemnes. Avec un peu plus de 6 minutes à faire à l'engagement, une belle occasion pour Pierre-Olivier Bourque, suivi de belles chances pour Josh Labelle en avantage numérique. La deuxième offre du jeu serré. Le pointage demeure inchangé après 2 périodes. Ça a bien été, pour vrai. J'ai juste fait ce que je suis capable de faire. Dans le fond, je me suis donné. Dans le fond, tout ce que je veux, c'est qu'on gagne la Russell Cup. Fait que si je suis capable d'apporter de l'offensive, des mises en échec, je vais tout faire ça parce que dans le fond, j'ai tout eu ce style de jeu-là. Puis c'est sûr que quand je m'implique de même, puis jouer mes chums qui s'impliquent autant, c'est encore plus facile pour moi de me donner des coups de pied dans le cul, dans le fond, parce qu'on va tous dans la même direction de même. Comme je disais, je pense pas qu'on peut perdre contre cette équipe-là. Avec 11 minutes 19 à faire en troisième, un but d'Hugo Bloom fait lever le toit de l'Arena Frère Arthur Bergeron. Puis, avec environ 3 minutes à faire au match, Nicolas Belrose fait 4-1 Ville-Marie. La foule est survoltée. Victoire de 4-1 des Pirates. C'est l'égalité 2-2 dans la série. Le match de ce soir, écoute, ça s'est joué sur la discipline, l'intensité. On a récupéré un Secours, un Bois qui est arrivé ici ce soir. Ça l'a donné un bon coup de main. Mais tout l'ensemble, les gars ont travaillé. Ils se sont plus sacrifiés ce soir qu'hier. Dans les zones, on était meilleurs, on a fait plus de block shots. On a travaillé plus avec cette intensité-là dans notre D-zone. Puis après ça, les gars sont venus quand on a pu les mettre dedans. Là. On a suivi le plan de match. Le plan de match est resté discipliné, on le sait. Depuis le début des séries, c'est le même. Quand on joue à 5 contre 5, on est juste pas battable. On est une puissance offensive, puis autant que défensivement aussi. Fait que on le sait qu'il faut pas se mettre les pieds dans les plats. Jouer dans l'eau chaude. Fait que, regarde, juste le fait qu'on reste à l'extérieur de la boîte de punition, ça nous a amené la victoire ce soir. Une grosse game de play-off. Même que je pense que les partisans aiment ça, puis nous autres aussi. C'est intense. Il y a des mises en échec, les shots au net. On a sorti gros offensivement. Puis c'est sûr que dans la fond, full line-up de même, là, je pense qu'on n'a pas pas grand-chose qu'on pourrait faire pour perdre. Si on est full line-up et qu'on joue de la même façon qu'à soir, parce que ouais, on a vraiment une bonne équipe, puis ça paraît sur la glace, en offensive surtout. On a des très bons defs aussi, justement, ça l'aide en maudit, mais quand les gars commencent à vouloir la mettre dedans, là, les 3 trios sont très capables de le faire quand ils veulent. Puis notre 4e trio, il apporte de l'intensité, c'est un bon roulement, puis je pense qu'on peut se rendre loin avec ce line-up-là, c'est sûr à 100%. On n'est pas le genre de gars à se laisser intimider, mais on va pas non plus embarquer dans leur jeu. On est très disciplinés, on le sait que juste leur faire un petit sourire après le sifflet, nous autres on joue de sifflet à sifflet. Fait que, après le sifflet, on les laisse gagner cette bataille-là. S'ils veulent gagner ça, c'est pas ça qui va leur faire gagner la série. Je pense qu'on va être d'accord effectif complète samedi. Will Secours a confirmé qu'il venait, moi aussi je vais être là. Sonny Bois va être capable de monter encore. Fait que
pas de raison de perdre ça à Bradford. La confiance, c'est correct, mais ça prend une bonne confiance en tant que dans nos moyens. La confiance de dire ça va être facile, bien, les gars, ils savent que ça ne sera pas facile. Il faut qu'on travaille, puis il faut donner toujours un surplus, un effort de plus pour réussir à gagner cette série-là. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Les choses se passent bien en ce moment pour l'ancien capitaine des Pirates de Ville-Marie, le Témiscamien Cédric Lachapelle. En effet, son équipe, les Renards de Roanne, a atteint les demi-finales du championnat de France. Un bel exploit pour cette équipe, selon le principal intéressé. Celui-ci explique que son équipe est à 2 matchs de montée à la première division. Pour Roanne, ce serait un bel exploit. Pour lui, ça va bien personnellement aussi. Il trouve très agréable de voir que toute l'équipe performe à son plein potentiel après une saison frustrante. Cédric Lachapelle connaît de bons moments sur la glace par les temps qui courent. Il a été un facteur déterminant dans les succès de son équipe lors de la ronde précédente, qui a permis aux Renards de se qualifier pour la demi-finale. Sur le plan personnel, il aura fallu un certain temps à Cédric Lachapelle pour s'adapter à la vie en Europe et être confortable dans le style de jeu préconisé sur le vieux continent. Pour lui, l'adaptation est très difficile car c'est carrément un autre style de jeu, mais là, cela augure bien pour la prochaine saison, selon le hockeyeur témiscamien, qui a vraiment adoré l'expérience à tous les niveaux. Autre sujet maintenant, dans le cadre du développement prochain de la stratégie d'attraction et de promotion du Témiscamingue, la planification stratégique annonce Martin Héroux, comédien et artiste originaire du Témiscamingue, et Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, à titre de porte-parole officielle pour le territoire. En effet, ils seront porteurs d'un message unifié pour les habitants auprès du Québec tout entier, lequel sera annoncé le 27 mars prochain. Parmi les objectifs établis dans la première année de la stratégie, le Témiscamingue compte faire augmenter la visibilité et le rayonnement de la région à l'extérieur de ses frontières, se positionner comme territoire distinct et raconter des histoires de citoyens ayant fait le choix de s'installer ou de revenir en région. Tout cela dans le but de faire connaître les emplois disponibles, les opportunités d'affaires et amener les gens à poser les yeux sur un territoire riche en opportunités. La complexité des messages à communiquer, notamment sur les plans social, économique ou politique, sera la responsabilité de Claire Bolduc. Et quant à Martin Héroux, il a accepté ce rôle d'emblée, croyant au potentiel du Témiscamingue et travaillant déjà à le faire connaître. Étant originaire du Témiscamingue, bon orateur et amoureux de sa région natale, il a souvent été associé au territoire dans le cadre de reportages. C'était donc une association naturelle. Après une longue période de réflexion et de consultation publique, la planification stratégique a très hâte de dévoiler le chantier identitaire entamé il y a plus d'1 an, en plus des actions à venir pour se faire connaître des chercheurs d'emploi et citoyens en quête de bonheur et d'espace. D'ailleurs, toute la population est invitée à venir au lancement du 27 mars prochain, lors duquel les porte-paroles prendront part activement. Un service de navette sera d'ailleurs disponible. Vous pouvez voir tous les détails sur l'événement Facebook « Lancement de la nouvelle image du Témiscamingue ». Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord, qui était en vente depuis plus de 7 ans, a finalement trouvé preneur. L'entreprise en service depuis 20 ans déjà proposait de nombreux services uniques aux citoyens, dont la location vidéo, services de photocopie, nettoyeurs, kiosques de revues et bien d'autres. Il est à noter que le service de livraison des médicaments d'Uniprix sera repris par le dépanneur Rachel Roy dès le 25 mars, de même que le point de vente et d'embarquement des autobus Maheu, qui, lui, est effectif depuis le 18 mars. Il reste à confirmer si l'entreprise reprendra également le service de nettoyage à sec. La poursuite du service de photocopie, de location vidéo et le kiosque de revue n'ont pas encore été relocalisés et on ne peut confirmer pour l'instant s'ils le seront ou non. Les nouveaux propriétaires, Cyril Barrette et Réjeanne Manceau, qui possèdent le restaurant voisin, n'ont pas encore officialisé ce qu'ils feront du commerce, mais sa vocation sera appelée à changer. La Pierreterie fermera officiellement ses portes le 27 mars 2019 à 22h et propose présentement une vente de liquidation de 20, 30, 40 % sur l'inventaire restant, sauf pour les articles en consigne comme les revues et la bière.
Julien et Jacinthe désirent d'ailleurs remercier leur fidèle clientèle des 20 dernières années. Et par ailleurs, l'équipe de TV Témis tient à souligner l'importance de cette entreprise pour la station de télé, puisqu'ils sont de valeureux collaborateurs, notamment pour la vente des cartes de bingo, la remise des chèques gagnants, la réception de colis. À ce sujet, les cartes de bingo seront redistribuées équitablement parmi les autres points de vente de la municipalité. Et au nom de toute l'équipe, nous leur souhaitons du succès et du bonheur dans leurs projets futurs. La communauté Anishinaabe de Longue-Pointe a inauguré son nouveau site de relais d'Écocentre. L'événement a eu lieu le 13 mars dernier sur le site même de l'Écocentre, situé derrière le terrain de balle avant l'entrée officielle de Winoway. Ayant son territoire à cœur, la communauté s'investit dans le déploiement d'une gestion durable de ces matières résiduelles et développe une nouvelle infrastructure pour accueillir les matières non récupérées par les services de collecte porte-à-porte. Dans l'absence d'alternatives de disposition durable et de certains types de déchets, la communauté porte fièrement ce nouveau projet d'écocentre. Bien que des sites locaux d'écocentre aient été construits et fonctionnent dans plusieurs municipalités sur le territoire du Témiscamingue, il n'y en avait pas spécifiquement conçu pour les communautés des Premières Nations. Ce projet participe alors aux premières initiatives autochtones dans ce domaine dans la région. Steve Mathias, le chef de la communauté de Longue-Pointe, est d'avis que compte tenu du lieu géographique éloigné de la communauté de Winoway et des distances à parcourir vers les autres écocentres, la communauté n'avait plus d'autre choix que de se doter de sa propre infrastructure pour disposer de ces matières. Pour Marielle Rano, directrice des finances et ancienne DG, c'est depuis 2018 que la communauté soumet des projets pour améliorer la gestion des matières résiduelles. Les nouveaux arrivants au Témiscamingue peinent à trouver un logement alors que le territoire souhaite accueillir 500 nouvelles personnes d'ici 2022. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, la plupart des nouveaux arrivants cherchent un appartement à Ville-Marie pour faciliter l'intégration et se positionner près des services. Le manque de logement fait en sorte que plusieurs personnes doivent louer une chambre en attendant de trouver un logement. L'agent d'attraction au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, Guillaume Gonzalez, estime que chaque mois, au moins 3 personnes se retrouvent sur une liste d'attente afin d'obtenir un logement. Il est d'avis que l'option de trouver une chambre, c'est bien pour une personne seule, mais pour une famille, c'est plus compliqué. La Société canadienne d'hypothèques et de logement ne comptabilise pas le taux d'inoccupation au Témiscamingue, comme c'est le cas dans certaines villes de l'Abitibi. Le directeur de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, Bruce Gervais, croit toutefois que les logements demeurent une denrée rare dans la MRC. Les recensements de Statistique Canada de 2006, 2011 et 2016 le démontrent. Même s'il y a plus de logements sociaux au Témiscamingue, à peu près 15 % du parc total de logements, il y a quand même peu de logements disponibles, en ce sens où la hausse des prix le démontre. Selon le recensement de 2016, il y a 1600 ménages locataires au Témiscamingue. Le gouvernement du Québec a annoncé la liste de tous les projets routiers du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue pour les années 2019-2021. Ces projets, qui visent à agir concrètement sur l'état des infrastructures du ministère, totalisent des investissements de plus de 165 millions de dollars dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, plus de 84 millions de dollars seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des chaussées en bon état. Plus de 28 millions de dollars seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des structures en bon état. Et plus de 52 millions seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer un réseau efficace et sécuritaire. Parmi les projets au Témiscamingue, mentionnons l'asphaltage de la route 382 de la Tulipe vers Fugerville, la préparation de l'asphaltage de la route 382 entre Fugerville et la Verlechère, l'installation d'une signalisation dynamique à 3 traverses de véhicules hors route dans le secteur de Lorrainville, de la stabilisation de talus en bordure de la route Moffett-Laforce, l'asphaltage de la route 101 au nord de Saint-Bruno-de-Guigues et le réaménagement de l'intersection de la route 101 du chemin au Pémican. L'attente est terminée pour les producteurs de foin. Le gouvernement du Canada et le nouveau gouvernement du Québec ont trouvé un terrain d'entente permettant à la financière agricole du Québec de verser 12 millions de dollars supplémentaires à près de 3 700 producteurs de foin adhérant à la protection d'assurance récolte du foin et des pâturages. Ce paiement porte à 60 millions de dollars les indemnités totales versées en 2018 dans le cadre de cette protection d'assurance récolte. De cette somme, l'Abitibi-Témiscamingue obtiendra 1,2 million de dollars. Ces indemnités additionnelles
prévisionnel découle de l'enquête sur le prix du foin menée au cours de l'automne par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture au Québec, ce qu'on appelle le CECPA. Cette enquête a permis de mesurer l'impact de la rareté sur les coûts d'approvisionnement en foin. À la lumière de ces résultats, la Financière agricole du Québec et Agriculture et agroalimentaire Canada ont convenu de mettre à jour les données utilisées dans le calcul de l'indemnité œuvrant l'achat supplémentaire de foin en période de rareté. Cette mise à jour s'inscrit à l'intérieur des modalités du programme. Le prix du permis de chasse au petit gibier et du permis de pêche va baisser cette année. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, en a fait l'annonce la semaine dernière au Salon plein air Chasse, Pêche et Camping de Québec. Le gouvernement Legault a donc choisi d'annuler la hausse du prix de ces permis imposés par le précédent gouvernement. Le permis de chasse au petit gibier passera de 24,82 à 21,1 et le permis de pêche de 30,89 à 22,79 Tel que décrit par le journaliste Boilet Madjouti de ici Radio-Canada Régional, cette nouvelle est bien reçue par le président de l'association Chasse et pêche du Témiscamingue Centre, Danny Lheureux. Il est d'avis que c'est la façon la plus intelligente depuis les dernières années pour attirer une nouvelle clientèle à la pêche et à la chasse. Toutefois, Danny Lheureux croit que c'est le nouveau registre québécois pour les armes d'épaule qui posera problème puisqu'il va provoquer une diminution du nombre de chasseurs dans la province. Un projet scolaire intergénérationnel pour des élèves en difficulté se déroule du côté de l'école primaire de Sainte-Eugène-de-Guigues. Selon les informations de la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, grâce aux membres du Cercle des fermières de Sainte-Eugène-de-Guigues, les élèves apprennent les rudiments de la couture et de la broderie avec de la confection de tabliers de cuisine. C'est le projet porté depuis février par la classe en adaptation scolaire de l'école primaire de Sainte-Eugène-de-Guigues. Coudre, repasser et broder, il s'agit là des principales étapes de confection vécues par les 7 jeunes du groupe de cheminement particulier de l'école Notre-Dame-de-Liesse. Les élèves devaient trouver par un projet bien précis des façons d'améliorer leur environnement scolaire. Ils ont décidé de s'attaquer à la cuisine et comme l'a expliqué Benjamin Gaudreau, élève de la classe, pour améliorer la cuisine, il fallait allonger les cordes des tabliers pour que les élèves puissent eux-mêmes les attacher. Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait d'une initiation à la broderie et la couture. Le projet de tablier sera d'ailleurs soumis au concours québécois en entrepreneuriat pour la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Le réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec annonce le lancement de BibliMag, un service de lecture de revues et de magazines numériques pour les abonnés de ces 70 bibliothèques affiliées de notre région. Le service est disponible gratuitement pour les abonnés sur www.mabiblio.québec sous la rubrique « Trouver un livre, une revue ». L'accès est possible à l'aide d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une tablette via l'application BibliMags sur l'App Store et Google Play. Une fois inscrit, vous pouvez choisir parmi les 5000 titres de magazines populaires et spécialisés d'ici et d'ailleurs qui couvrent les domaines de la culture, la mode, l'actualité, la santé, le sport, la nature, des célébrités et bien d'autres. En plus des magazines québécois et canadiens en français et en anglais, vous aurez aussi accès à un catalogue international en chinois, en espagnol, en italien, en allemand, japonais, portugais. Vous aurez ainsi accès à la revue du mois et à celle déjà publiée. Et le service vous permet aussi d'importer des revues sur un téléphone ou une tablette pour les lire plus tard. Voyez donc tous les détails à ce sujet auprès de votre bibliothèque affiliée au réseau Biblio ou encore sur le site mabiblio.québec. Voici une invitation pour toute personne qui désire améliorer sa qualité de vie suite au décès d'un conjoint ou une conjointe. Le mouvement La Porte ouverte vous invite à retrouver la paix intérieure et la joie de vivre. L'expérience aura lieu les 12, 13, 14 avril prochains à la maison Domaine Saint-Viateur à la Ferme, près d'Amos. L'inscription doit se faire avant le 1er avril et pour avoir plus de détails, communiquez avec Odile Lefebvre au 819-765-3549. En Ontario français, les années 70 ont été marquées par les artistes et artisans de la coopérative des artistes du Nouvel-Ontario, CANO. C'est de ce tremplin que sont nés, entre autres, le Théâtre du Nouvel-Ontario, les éditions Prises de parole, la Galerie de la Nouvelle-Ontario et la Nuit sur l'étang.
C'est à Earlton que le groupe avait acheté une ferme devenue pendant quelques années un lieu de création. Et en automne dernier, un bon nombre des membres de Cano se sont rendus à la ferme à Earlton pour des retrouvailles. L'animateur de Grand Lac Café sur ici Radio-Canada Première à Sudbury, Éric Robitaille, s'est rendu aussi sur place avec son microphone pour entendre les histoires de Pierre Bélanger, Jean-Paul Gagnon, Cédric Michaud, Colette Naubert, Michael Gallagher, Gaston Tremblay, Denis Courville et Robert Paquette. Le résultat de tout ça, un documentaire d'environ 1 heure qui raconte la commune de Cano, rempli d'anecdotes et aussi un brin de nostalgie. On vous invite d'ailleurs à écouter ce documentaire via l'audiophile de l'émission Grand Lac Café sur le site web de Radio-Canada Première. Et en terminant, TV Témis tient à féliciter les 2 Témiscamiennes, Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardy, qui ont remporté ex aequo avec Caleb Amoussou du Cégep Édouard-Montpetit la 40e finale régionale centre-ouest de Cégep en spectacle. Elles ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour la finale nationale de Cégep en spectacle qui se tiendra le 27 avril prochain au Cégep de Sorel-Tracy. Et en plus d'accéder à l'étape ultime du concours, chacun des 2 numéros gagnants a remporté une bourse de 750 $. Bravo Annabelle et à Juliette. Toute la région, bien sûr, vous souhaite bonne chance pour la suite. Et voilà que se conclut Infotémis. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook et visiter notre site web témis.tv pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans notre programmation. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.